Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont encore présents, les courageux qui osent écouter un talk sur la course à pied. Je vais me présenter rapidement quand même si je pense que vous me connaissez. Enfin, j'espère que vous me connaissez quand même. Je fais tout pour me faire remarquer en plus, hein, donc voilà. Non. Thomas, je suis votre acheteur informatique. Et si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, je vous ai fait un talk en fait sur toute la partie du haut de ce CV, c'est-à-dire voilà ce que c'est les achats et en quoi ça peut vous aider et en quoi ça peut aider Bedrock. Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la partie du bas, quoique, il y a peut-être des liens un peu entre les deux. On va voir ça après. Et notamment, en fait, je ne pensais pas quand j'avais fait cette description de moi, mais c'est vrai que si on regarde sur la partie sport lover, j'ai pas mal insisté sur la partie running, trail running, et c'est assez révélateur finalement de ce qui va arriver. Donc voilà, on revient un peu sur la base. Donc la voix du fondeur, un petit jeu de mots, hein, la voix, l'orientation, la voix, voilà. Donc courir, qu'est-ce que c'est? Courir, c'est un peu, c'est 4 personnes. C'est un peu quelque chose que je pense que vous avez tous fait, c'est courir après son bus. Voilà, il y a il y a plusieurs types de courses, on va dire. On va commencer en haut à gauche, Usain Bolt, 100 mètres. Globalement, c'est tout ce qu'on estime être du sprint. Donc, du 100 au 400 mètres, c'est vraiment les distances ultra courtes, c'est le sprint. Usain Bolt, le roi. Bon, j'espère que vous connaissez, parce qu'après le reste, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Ensuite, on arrive en haut à droite, Jakob Ingebrigtsen, pardon. Heureusement qu'il y a le nom sur le dossard, c'est un peu plus facile. Norvégien, c'est actuellement le roi du demi-fond. Faut savoir qu'ils sont 3 dans la famille, 3 frères, ils se tirent la bourre et lui, c'est vraiment une bête, un monstre. Pour vous donner l'exemple, là, dernièrement aux mondiaux, il a réussi à être champion du monde à la fois du 1500 et à la fois du 5000. Donc voilà, c'est une sacrée performance. Ça vous parlera peut-être pas, mais c'est des temps assez hallucinants. Globalement, on est sur un kilomètre moyen à 22-23 km/h. Donc ça calme un peu, hein. Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, certainement l'un des meilleurs marathoniens de tous les temps. Recordman actuel, il vient de le battre la dimanche dernier du marathon. 2 heures, 1 minute, 9 secondes. Autant vous dire que là, on est sur du 20 km/h pendant 42 km, même 21 km/h pendant 42 km. Personnellement, moi, sur peut-être 2 km, j'y arrive. Et encore, je suis très content si j'arrive à le faire sur 2 km. 1 km, c'est déjà pas mal. Il y a eu des vidéos il y a quelques années, quand il avait fait le 2 heures, 1 minute, 39 secondes, toujours à Berlin, de personnes qui essayaient de faire son temps sur tapis de course, sachant que c'est toujours plus facile sur tapis de course et autre chose comme ça. Il y en a qui finissaient par se casser la gueule et arriver au fond du tapis de course à se faire éclater dans le mur, juste pour vous donner un peu la vitesse du mec. Donc, absolument phénoménal. Et je dis l'un des plus grands de tous les temps parce qu'on a aussi Evre Gebrselassie, pardon. Et également, on a aussi eu ces derniers temps Jamel Guerrouj. Enfin voilà, il y a eu quelques grands marathoniens, mais lui, je pense qu'il restera dans l'histoire. Et enfin, tout en bas à droite, celui qui est appelé un peu le jeune espoir catalan par certains médias, qui est Kylian Jornet. Son surnom, c'est l'ultra-terrestre. C'est quelqu'un qui est capable à la fois de faire des courses très courtes en ultra trail. Donc, on dit très court en ultra trail, c'est du 20 km, très court en trail, pardon. On est déjà sur du 20 km, mais qui est aussi capable de faire des records, notamment très dernièrement, il vient de battre le record à l'UTMB en faisant le tour du Mont Blanc, c'est-à-dire 160 km et à peu près 10 000 en dénivelé en moins de 20 heures. Plus de 8 km/h de moyenne. Voilà, ça calme aussi un peu. Et aussi au CV de ce jeune homme, il y a 2 allers-retours sur l'Everest sans oxygène dans la même semaine. Jusqu'à présent, je crois que ça n'a pas encore été refait. Donc voilà, il mérite vraiment son surnom de l'ultra-terrestre. Pour ma part, on va plutôt se concentrer en fait sur l'écran du bas, on va dire, enfin sur la partie basse, donc plutôt sur tout ce qui va être fond et ultra. Alors là, c'est le petit instant dossier. Je vais vous expliquer un peu ma pratique et comment j'en suis venu finalement à aller à l'ultra trail. La pratique, c'est. Alors, j'ai pas de photos de quand j'étais tout petit. J'ai commencé tout petit les courses à 7 ans. C'est mon père qui m'y amenait et voilà, c'était une habitude familiale. Et puis, j'ai toujours un peu continué. Et donc là, vous voyez,
preuve que c'est une photo dossier, les cheveux sont courts. Il y a quelques années, ça c'était en dernière année d'école de commerce sur un 10 km. Et bon, bah, on voit que le 10 km, c'est un peu la souffrance, hein, parce que là, je ne sais pas si vous voyez à ma tête, mais ça va pas fort fort, hein. La ligne d'arrivée, heureusement qu'elle est juste derrière, hein. Il est même possible que sur certaines courses, à l'issue de certaines courses, certains coureurs finissent par vomir. Ça veut dire qu'on a tout donné, c'est normal. Ensuite, toujours une photo dossier, parce que les cheveux sont toujours courts. Non, je rigole. Ça, c'était mon premier trail qui avait lieu, pour le coup, en Alsace, comme vous pouvez le voir, aux côtés du Haut-Königsbourg. On va monter un peu, on est toujours en Alsace, là on se balade un peu dans les sommets, des petites photos un peu sympas. Et puis là, on va arriver sur les premiers vrais enjeux. Alors je suis désolé, l'image est absolument dégueulasse, mais ça c'est l'arrivée de la Maxi Race. Alors pour ceux qui connaissent pas, la Maxi Race, c'est 80 km autour du lac d'Annecy par les sommets. Donc, c'est à peu près 80-90 km. Parce que les distances entre elles, on vous dit 80, mais en vrai, ça peut être 90, c'est pas grave, hein. Les 10 km, c'est pour le fun. Et 5600 mètres de dénivelé positif. Et bah, comme vous voyez, il y a un petit écart entre l'arrivée d'un 10 km et l'arrivée de ce qui commence à être un peu les portes de l'Ultra Trail. C'est-à-dire que là, le petit personnage qui est en train de sauter pour taper dans la cloche, eh ben, c'est moi. Et oui, effectivement, à l'arrivée d'un Ultra Trail, en général, on est un peu plus frais que sur un 10 km, enfin du moins à vomir. Après, ça dépend aussi un peu des personnes. Et là, ça, c'est en plein Ultra Trail. Ça, c'est dans les Vosges. C'était l'année dernière. Donc, l'Ultra Trail qui s'appelle l'Infernal Trail des Vosges, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Et là, on est au soir du deuxième. On est à la tombée de la nuit sur la deuxième journée de course. Oui, parce qu'il y a plus de 2 journées de course dans ce trail. Et là, bah, c'est juste profiter du paysage, admirer. Et voilà. Et c'est vraiment là où je me suis dit, eh ben mince, l'Ultra Trail, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour le reste. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu, on va se poser la question de pourquoi l'Ultra Trail. Je trouve que cette photo, elle est assez emblématique de ce que l'Ultra Trail représente pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que, eh ben, au premier plan, on voit ce gentil crâne de je ne sais trop quelle espèce. Et puis, de courir dans le désert. Et effectivement, cette photo, elle est prise directement du Badwater Marathon. Pour ceux qui sont allés aux États-Unis, en particulier côte ouest, Badwater, c'est en plein dans la Death Valley. Le Badwater Marathon, c'est en plein mois de juillet. Il fait entre 50 et 70 degrés et la course fait 200 km. Bonjour. Et oui, il y a des personnes assez sérieuses qui font cette course. Bah, du coup, ouais. Moi aussi, ouais. Je vois certaines réactions, mais les gens sont complètement dingues. Oui, oui, les gens sont complètement dingues. Et en fait, bah, parfois, il faut vraiment chercher pourquoi, parce que quand on fait de l'ultra trail, on peut se retrouver dans ces situations-là. Donc là, vous voyez un coureur allongé qui est certainement en train de faire sa sieste, qui va certainement recourir dans 10 minutes. Vous voyez des gens à ses pieds, donc ce qui laisse supposer qu'il a des ampoules, plus ou moins sévères d'ailleurs, au vu des straps qui commencent à se faire. Et pourtant, je suis quasiment sûr que lui, il va repartir, il va courir, et là, on est reparti pour aller peut-être 50, 60, 70 bornes, quoi. Mais voilà. Et pourquoi? Mais vraiment pourquoi? Parce que là, vous vous dites, mais c'est vraiment de la souffrance, c'est vraiment, enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Et honnêtement, c'était aussi la réflexion que j'avais, hein, à l'issue de mon premier trail, j'étais là, mais moi j'ai déjà fait 50 bornes, c'est déjà énorme, mais comment les mecs ils font 100 bornes? Pourquoi? Enfin, quel est l'intérêt? Pourquoi la souffrance? Et bien en fait, une partie de l'explication, elle réside dans cette photo. Donc là, on est toujours sur l'Infernal Trail des Vosges. Derrière, vous avez Julie et Jean-Charles. Julie et Jean-Charles, c'était 2 personnes que je connaissais absolument pas avant la course, que j'ai rencontrées pendant la course, qui sont devenues maintenant des amis. Alors on va dire, on est en relation de loin en loin, plutôt par message, on s'envoie. On se retrouve sur quelques ultra trails aussi, parce que c'est une petite famille en fait, le monde de l'ultra trail. Et en fait, bah voilà, c'est juste ces moments de partage, ces moments rencontrer des gens, être en communion avec eux et se balader dans la nature. Et bah là, justement, on se dirigeait vers notre 3e nuit à courir. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments de partage, c'est à la fois un besoin humain, mais aussi un besoin vital dans la course.
Parce que, par exemple, sur la 3e nuit, alors moi, j'ai la chance de pas trop être touché par les hallucinations et pas être trop touché non plus par ce qu'on va dire un peu le symptôme du mec bourré. Mais typiquement, Jean-Charles, qui est derrière moi, pendant la 3e nuit, en fait, lui, c'était vraiment le pote bourré de soirée. En fait, il était en train de zigzaguer derrière moi avec des propos totalement incohérents. Pendant que Julie me tenait le bras pour essayer de courir, marcher, parce que là, on était plutôt entre de la course et de la marche à peu près droit, et aussi, voilà, essayer de garder un cap à peu près dans la nuit. Et donc, en fait, finalement, c'est à la fois un besoin humain, mais aussi un besoin un peu vital voilà, pour continuer la course. Mais aussi, même si on est parfois adversaire, parce qu'il faut se rappeler quand même que, surtout pour la tête de course, ça reste une course, il y a toujours un immense respect. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est 2 énormes champions. Donc, je vous ai parlé de Kilian Jornet, qui avec le masque, parce qu'il était Covidé à ce moment-là. Et oui, il a quand même pu courir. Et Mathieu Blanchard, un petit Frenchie. Ce sont les 2 hommes, pour l'instant, les 2 seules personnes à être passées sous les 20 heures sur l'UTMB, donc qui est une performance absolument extraterrestre. Ils se sont tirés la bourre pendant 150 km de course. Ils sont joués la bataille dans les 10 derniers kilomètres de course. Et là, ce que vous voyez, enfin moi, ce que je vois du moins, c'est juste un énorme respect entre eux et juste le plaisir de partager et de se dire, cette folie, on l'a fait tous les deux. Et effectivement, l'un des trucs les plus beaux en ultra trail, c'est qu'on voit des paysages comme ça. Ça, c'est toujours l'Infernal des Vosges, le 3e jour au matin, mer de nuages, lever de soleil. Vous savez que vous allez finir la course. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Vous venez déjà de faire, je pense que là, c'était à peu près 190 km de course qui venait de passer. Et là, en fait, vous êtes juste content parce que vous êtes dans la nature. Enfin, perso, moi, je suis content. Je suis dans la nature. Je vois un superbe lever de soleil. Je suis avec des gens avec qui j'ai passé des moments assez forts. On a passé la 3e et dernière nuit. La nuit, c'est toujours une étape assez particulière. J'en reviendrai un peu plus loin, mais c'est toujours quelque chose d'assez douloureux psychologiquement. Et donc là, c'est juste le fait de se dire, eh ben mince, je suis en vie, je suis toujours dans la course, on va finir, c'est génial. Et le paysage est magnifique en plus. Et voilà, petit instant philosophie. Je pense aussi que profondément, en fait, les raisons du pourquoi, du comment de l'ultra trail, c'est parce que le propre de l'homme est de transcender sa propre transcendance. Alors ça, c'est pas tout à fait une phrase d'Emmanuel Kant, j'ai un peu triché. Le concept de transcendance est de Kant, toutefois. Et en fait, le principe, c'est de dire qu'on a besoin d'aller au-delà de nous-mêmes. Alors Kant, lui, il appliquait plutôt aux notions de religion, bien que, en fait, ça peut partir dans beaucoup de choses différentes. Et moi, ce que je vois dans l'ultra trail, c'est qu'en fait, finalement, quand on a goûté au trail, c'est un peu l'engrenage, si vous voulez. Moi, j'ai commencé, comme je vous disais, à 50 km. Je me disais, bon, 50 km, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai fait 80. Je me suis dit, oh, 80, c'est marrant. Et puis après 80, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, j'aimerais bien voir ce que c'est 160. J'aimerais bien l'aventure, avoir un peu ce challenge de se dire, est-ce que je vais terminer la course ou est-ce que je ne sais pas si je vais terminer la course au final? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais avoir comme défi en face de moi? Parce qu'on a beau se préparer autant qu'on veut, ça reste toujours énormément de défis en face de soi. Et donc voilà, donc je pense que finalement, c'est ce besoin-là qui motive un peu tout ultra trailer, de se dire, voilà, je ne sais pas ce qui va arriver, on va voir ce qui va arriver. Il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en tout ce que j'ai fait, il faut que j'ai confiance aussi un peu en l'avenir, il faut que j'ai confiance dans les autres aussi. Et puis après, adviendra ce qu'il adviendra et on en ressortira certainement plus fort. Et pour la petite anecdote, je vous parlais un peu des trailers pro avant. Eux-mêmes avouent qu'en se mettant sur la ligne de départ d'un trail, d'un ultra trail, ils ne savent pas s'ils vont le finir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort en fait. Il faut s'imaginer, je pense qu'il y a assez peu de sports où le sportif peut vous dire, je ne sais pas si je vais finir, en fait je ne sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout, tellement l'épreuve est dingue pour eux. Si vous voulez, on parlait avant de Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, lui, en fait, alors c'est pas pour dénigrer du tout ce qu'il fait, hein, on s'entend, c'est assez inhumain, mais en fait, lui, il sait qu'il va finir son marathon. La question, c'est en quel temps? Et si vous voulez, moi, quand je vais courir un 10 km ou un semi-marathon, je sais que je vais le finir. Après, la question, c'est la question du temps. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une question importante et ce qui ne veut pas dire que c'est un challenge en soi. Mais
ça met pas les choses dans la même perspective, on va dire, quand on s'aligne sur une ligne de départ, et ça donne pas la même réflexion en course. Et bah, du coup, un ultra trail, ça se prépare. Et comme vous pouvez le voir, ça se prépare en montée, parce que il faut quand même les assumer, mais surtout en descente. Parce qu'on ce qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'en trail, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est la descente. Et oui, parce que quand vous avez les bénévoles qui vous disent gentiment ouais, vous inquiétez pas, il reste plus que la descente. Ouais, ouais, mais la descente, c'est là où vous cassez vos fibres et c'est le pire pour tout trailer. Si vous avez déjà fait de la rando, je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Du coup, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut s'entraîner sur des terrains assez spécifiques, sur des terrains qui peuvent être caillouteux en fonction de votre trail ou pas. Personnellement, je m'entraîne beaucoup dans la piste de la Sarah pour faire du fractionné en côte et pour aussi apprendre, parce que ça s'apprend à descendre. Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément innées. On n'est pas tous des chamois, on va dire. Mais voilà, il faut vraiment pratiquer pour pouvoir le faire. Et il faut aussi pouvoir faire des courses. Typiquement, quand on va faire des courses d'ultra trail, il faut pouvoir faire des sorties le dimanche de 7, 8 heures. Et parfois aussi faire des sorties un peu bizarres. C'est-à-dire, je vais courir 4-5 heures le samedi entre 19 heures et minuit. Je dors 2 heures et je vais repartir pour courir, pour s'habituer à courir sur la fatigue. Parce que c'est une autre chose qu'on va voir de ce qui se passe en course, c'est qu'en course, il peut se passer des choses assez dingues et il faut être assez lucide. Le sommeil, une qualité importante du trailer, une qualité importante dans l'entraînement. C'est quelque chose qu'on dit de plus en plus, mais ça fait assez peu de temps. Votre sommeil est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà du trail, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à sanctuariser quelque chose entre 6 heures et 8 heures de sommeil. Sauf certaines exceptions, on va dire. Il y a des gens qui arrivent très bien à avoir un sommeil très qualitatif en 3 heures, mais on va dire que c'est à la marge. Globalement, entre 6 heures et 8 heures de sommeil, si vous voulez, vous avez un cycle normalement d'une heure et demie. Et donc, ça, c'est une répétition de à peu près allez, 4-5 cycles, on va dire. Et ça, c'est hyper important. Troisième phase, l'alimentation. Alors là, je vous ai mis beaucoup de fruits et légumes parce qu'effectivement, c'est un peu la base de l'alimentation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les trailers ne mangent pas forcément tout le temps des pâtes. Je ne mange pas tout le temps des pâtes, j'aime bien les pâtes, hein, mais pas tout le temps. Et donc, du coup, c'est très, très important d'avoir une alimentation diverse. Pour tout ce que ça vous a apporté en fibres, en énergie, ça c'est vraiment, on va dire aussi, pareil, quelque chose qui va vous permettre en fait d'avancer. On va dire, si vous ne vous nourrissez pas, vous ne mettez pas d'huile, enfin, vous ne mettez surtout pas d'essence dans votre moteur. Si vous n'avez pas d'essence dans votre moteur, ça devient assez compliqué. Et donc du coup, bah voilà, pour la petite info, en octobre, voilà tout ce que vous avez de saison en France. Alors niveau fruits et légumes, c'est pas foufou, mais c'est pas si mal que ça. Et notamment, je pense qu'il y a un focus qui est pas forcément souvent fait, qui sont tout simplement les fruits type les noix, enfin les fruits secs. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de, enfin, c'est une source. C'est vraiment riche en plein d'oligo-éléments ou de choses comme ça. Et ça, pour le coup, ouais, ça vous booste bien et c'est pas si mal que ça. Après, pour le débat de ce qui est manger ou ne pas manger de la viande, ça regarde chacun. Perso, je n'ai pas forcément de conseils à donner par rapport à dessus. Il n'y a pas de bon ou mauvais plan. Chacun voit par rapport à ses habitudes et surtout à ses convictions. Maintenant, on va parler des choses un peu plus secondaires auxquelles on pense un peu moins, parce que là, c'était un peu l'évident, on va dire, le sommeil, la préparation, courir en tant que tel, et aussi l'alimentation. Mais là, on va parler de choses un peu plus secondaires, enfin, secondaires dans l'ordre de pensée, on va dire. Là, cette image, c'est symboliser ce qui se passe d'un point de vue mental. Il faut vraiment faire une préparation mentale, parce que vous allez arriver à affronter des choses vous n'avez pas forcément l'habitude. Vous allez dans l'inconnu, littéralement. On a eu quelques talks sur qu'est-ce que c'était qu'explorer le grand froid. Je pense que là, on est sur un niveau d'inconnu assez élevé, et peut-être encore beaucoup plus élevé que ce qui se passe en ultra trail. Mais en ultra trail, vous allez vous retrouver dans la nuit à courir sur quelque chose qui n'est profondément pas normal. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs que nous sommes des êtres humains qui sommes profondément diurnes et que le côté nocturne, se balader en pleine nuit, c'est pas évident. Et donc, du coup, il faut s'y préparer mentalement.
Et vraiment, c'est un impact où on n'en parle pas forcément énormément, mais la préparation mentale, c'est quelque chose de très, très important pour des épreuves aussi longues surtout, parce qu'il faut savoir que typiquement, moi, sur mon premier ultra trail, j'ai fait 56 heures de course sans dormir. Donc autant vous dire que d'un point de vue mental, il y a un moment où les choses sont compliquées. Préparation physique, c'est un truc souvent les coureurs, ils n'aiment pas trop. On est un peu feignant là-dessus, on aime bien courir, mais on n'aime pas faire de la PPG, donc de la préparation physique générale. Ça passe par faire des squats, ça passe par faire plein de choses en fait, en dehors de son sport, pour renforcer ses muscles, parce que justement, vos muscles, là, en fait, ils vont encaisser. La principale difficulté de l'ultra trail, c'est que vous allez détruire vos fibres musculaires à court terme, mais vous allez détruire vos fibres musculaires. Donc, le renforcement, c'est primordial. Troisième plan, c'est tout ce que j'ai envie d'appeler des lectures, du renseignement. C'est un livre, si vous ne l'avez pas lu, vous aimez bien la course à pied, Born to Run, c'est super intéressant. Ça parle d'une tribu mexicaine qui en fait a gardé un rythme de vie très nomade. Et du coup, ce sont des coureurs d'ultra parce qu'en fait, tout simplement, leur vie, ils la passent à courir. Et c'est ce qui a aussi forgé mon intime conviction qu'on est tous en fait capables de courir ces distances-là. Alors on est tous capables de le faire, peut-être pas du jour au lendemain avec un entraînement, mais qu'en fait l'être humain est né pour ça. On est profondément des personnes nomades et on est profondément bipèdes pour cette raison-là. Et si vous voulez d'ailleurs un exemple tout simple, c'est que les premiers modes de chasse, c'était des modes de chasse à l'épuisement, c'est-à-dire qu'en fait, vous attendiez juste que le gibier s'effondre parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités en fait, finalement respiratoires que l'être humain. Et c'est comme ça que vous alliez les récupérer. Et donc, vous vous doutez bien que lancer des lances contre un mammouth, c'était pas ça qui faisait que le mammouth allait, allait mourir. Et en fait, il le faisait juste courir et au bout d'un moment, bah, il finissait par tomber. Outre ça, il y a aussi beaucoup de vidéos YouTube. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des analyses sur ces vidéos YouTube. J'ai notamment un YouTuber que j'ai beaucoup analysé qui s'appelle Simon Duguay. Je l'ai beaucoup analysé parce que c'est très intéressant. Il a tendance à être un très très bon trailer puisqu'il a une cote ITRA à 700, sachant que les meilleurs dans l'ITRA, ils sont à 900. Donc, c'est déjà une cote assez élevée. Toutefois, en fait, il a la particularité de foirer tous ses ultra trails. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de me dire, bah mince, le mec, c'est un monstre. Il est quand même beaucoup... Enfin, physiquement parlant, il est 3 crans au-dessus de moi, mais comment ça se fait qu'il foire tous ces ultra trails? Et j'ai lu beaucoup autour de ça, ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup aidé aussi pour mes ultra trails. Donc voilà, cette vision un peu 360, je trouve ça très important. Et après, le dernier point, c'est préparer votre course. Et ça, c'est un petit tableau que je me fais, ça c'est directement moi qui le fais, c'est avant chaque course, petit tableau Excel d'analyse de la course, de savoir un peu ce qui va se passer. Si vous voulez, la course, là que je vous montre, alors ça va pas être très parlant pour ceux qui ne sont pas dans le chat, mais globalement, c'est le profil de ce qui est en bas. Je vous le ferai passer. C'est le profil de course ce qui est en bas. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la toute dernière c'est les 2 dernières colonnes, enfin les 3 dernières colonnes, on va dire. Donc, c'est de se dire combien j'ai de distance entre chaque ravito, combien j'ai de dénivelé entre chaque ravito, et finalement, un peu la cote d'effort qu'il va y avoir sur chaque point. Et c'est vraiment ça qui va aider parce que mentalement, on va pouvoir se dire, allez, là j'y vais, là je sais que ça va être dur. Et notamment, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais là, sur 100 bornes, il y a une petite vacherie à la fin qui est des gros coups de cul juste à la fin, notamment 400 mètres de dénivelé sur moins de 4 km. Ça fait mal. Maintenant, on va parler de la course. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai la même tenue. Hein. Je suis vraiment venu en tenue de course. Je l'ai lavé, je vous rassure, parce que sinon, ça pue un peu le cheval. Je trouve cette photo super intéressante, non pas parce que c'est moi dessus, mais parce que ça résume un peu ce que c'est une course. Une course, c'est veiller à son hydratation. Là, on voit que je suis en train de remplir ma soft flask, qui est juste ici. Très important de s'hydrater. Il faut savoir qu'en course, il faut boire entre 500 ml et 1 litre en fonction de la chaleur par heure. Et aussi, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai le regard sur la montre en train de me dire « Oh là là, il va falloir que je reparte !» Alors qu'en vrai, c'est un ultra trail, hein, donc on s'en fout un peu. Mais blague mise à part, c'est quand même intéressant de toujours avoir une notion du temps qui passe et de savoir où on en est parce qu'on a vite passé 20 minutes à un ravitaillement sans le voir passer. Et c'est 20 minutes de perdu un peu parce que vous vous refroidissez. Si on parle de course, on va parler de matériel. Donc, je vous ai ramené mon sac. Je le ferai tourner un peu pour ceux qui sont dans l'audience. Et oui, privilège de ceux qui sont là.
Et oui, je rentre toutes ces affaires-là dans ce sac. Il faut savoir que dans un trail, un ultra particulièrement, il y a du matériel obligatoire. Souvent la veste, parce que c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie, littéralement. On a quelques recommandations en fait sur ce que ça veut dire en termes de Schmerlberg, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. En fait, Schmerlberg, c'est globalement la quantité d'eau que peut prendre une veste pendant tant de temps. Et donc, en général, c'est 10 000 Schmerlberg au minimum. Donc, ce qui est quand même une norme assez élevée. 1 000. Et du coup, enfin, voilà. Sinon, ben, forcément à manger, parce que je vous ai parlé de l'hydratation. Il faut manger aussi, c'est super important. Il faut être gourmand en trail, en fait. Il faudrait normalement absorber à peu près 50-60 grammes de glucides. Donc, je parle juste de glucides, ça ne veut pas forcément dire de nourriture. Donc, maintenant, si vous avez l'occasion, une fois, regardez le rapport que vous avez, les rapports nutritionnels derrière vos aliments, et vous regardez juste le nombre de glucides qu'il y a derrière. Donc vous allez voir qu'absorber 50 grammes de glucides quand même par heure, ça veut dire qu'il faut quand même manger un minimum, on va dire, pendant la course. Et surtout, moi, ce que je trouve super important, c'est que dans ces 50 grammes de glucides, vous pourriez dire, bon, bah, il y a juste à manger des trucs super sucrés. Si vous faites ça, vous allez faire un pic de glycémie. Et puis après, le pic de glycémie, il y a la chute. Et si vous arrivez dans la chute, alors là, c'est l'hypoglycémie. Et là, bonjour, au revoir. Donc voilà, il y a quelques notions d'alimentation aussi à avoir en ultra trail qui ne sont pas forcément évidentes. Et après, la couverture de survie primordiale. Et aussi bon, la frontale, normale, quand vous courez de nuit. Et le bœuf. Maintenant, passons à la course. Donc ça, c'est la dernière course que j'ai faite, qui est l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. On peut voir qu'il y a un parcours un peu dentelé, comme ça. C'est amusant. On peut voir surtout que j'ai couru seul pendant une grosse partie de la course, parce que du coup, je vous ai mis dans le rapport un peu la place. Et donc, on peut voir qu'après le 40e kilomètre, globalement, j'ai été seul pendant toute la course. Donc voilà, il faut s'habituer à ça. C'est une course qui partait à 21h, 14 heures de course. Donc, je suis arrivé vers 11h, ce qui veut dire que j'ai passé à peu près 10 heures juste à courir de nuit. Et c'est là où on va revenir un peu sur ce que ça implique de courir de nuit. Courir de nuit, c'est un peu vos pires démons qui reviennent. Je ne sais pas si ça vous arrive dans la vie, mais en général, quand on broie du noir, c'est souvent la nuit que c'est le plus dur. Le jour, ça va, on arrive à relativiser, on arrive parfois aussi à en discuter avec du monde, mais je ne sais pas pourquoi, la nuit, les idées sont plus noires, les choses sont toujours plus noires, et ben en course, c'est exactement la même chose. Si vous voulez, toutes vos idées noires, elles vont arriver la nuit. Tout ce qui serait pas forcément très important le jour, ça va prendre des dimensions beaucoup plus importantes. Et la raison derrière tout ça, c'est parce que tout simplement, la nuit, on est censé dormir. En fait, on n'est pas censé courir. Et, et du coup, on revient un peu sur le principe de base, qui est de se dire qu'il faut se préparer mentalement aussi à se dire qu'il y a un moment dans la nuit où ça va être dur, ça va être compliqué. Et surtout, quand vous faites une course où vous allez faire les 3 quarts de nuit, il faut se préparer à se dire que voilà, ça va être dur, ça va être compliqué, surtout que parfois, bah, vous êtes dans la forêt, donc il y a des bruits d'animaux, il y a des craquements, il y a des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous perturber aussi. Et ce qui va aussi vous perturber, c'est tout simplement, vous n'avez pas vos repères de jour. Donc, quand vous courez la nuit, en fait, vous n'avez pas les mêmes repères et vous savez, pour ça, c'est un peu perturbant parce que vous ne courez pas à la même vitesse que ce que vous courez de jour non plus. Et puis après, bah, il y a aussi toutes les étapes d'hallucination, parce qu'effectivement, quand vous faites un ultra trail, que vous ne laissez pas reposer votre cerveau, parce que, bah, comme je vous disais, moi, mon premier, par exemple, Infernal Trail des Vosges, ça a été 56 heures sans dormir. Donc 56 heures sans dormir, autant vous dire que votre système neuronal, il commence à prendre un petit coup. Et autant vous dire que bah, vous pouvez très bien imaginer qu'un ruban, c'est un pylône de téléphérique, ou que 2 herbes qui se chevauchent un peu comme ça, bah, c'est un lapin en fait. Et ben non, c'est pas un lapin. Ou vous pouvez même entendre le speaker du stade en train de parler alors que vous êtes encore à 100 km du lieu où vous devez arriver. Et ouais, c'est des choses qui arrivent et ça arrive à plusieurs trailers. Et pour la petite information, on parlait de Jean-Charles et Julie. Jean-Charles, il me confiait que lui, ses hallucinations, il connaissait à peu près les phases d'hallucination. Au début, il voyait des visages sur les pierres et quand l'hallucination commençait vraiment à monter, il voyait les visages qui montaient en face de lui. Je pense que ça doit être très sympathique quand vous êtes en pleine nuit d'avoir ce genre de vision. Et donc pour tout ça, pour rester quand même un peu dans un rythme, il faut toujours garder cette habitude de manger et de boire
pendant votre course. Un autre point qui est assez intéressant et ce qui va se passer un peu dans votre cerveau pendant que vous courez, que vous avez certainement déjà expérimenté sans faire de l'ultra-trail, c'est ce qu'on appelle la théorie du gouverneur central. Sans forcément passer par le schéma, la théorie du gouverneur central, c'est tout simplement vous qui vous dites putain, j'arrive plus à avancer, il me reste encore 2 km sur mon 10 km, là j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et bizarrement, vous arrivez sur les 500 derniers mètres, vous voyez la ligne d'arrivée et là vous avez un boost d'énergie et vous savez même pas comment, mais vous arrivez à sprinter. Et en fait, la raison derrière tout ça, c'est votre cerveau qui va dire à votre corps de se stopper parce qu'il voit ses réserves énergétiques qui commencent à diminuer. Et en fait, plus on est conscient de ça, plus on est capable de repousser la limite et d'éviter d'avoir ce coup de mou. Parce que pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté dans une course, on est quand même là, on est à fond, on n'arrive plus à avancer, on sent le corps qui limite et en fait on se dit mais c'est une limite corporelle, c'est quoi? Et en fait non, c'est tout simplement votre cerveau qui va agir sur tout le reste de votre corps. Comme quoi le cerveau c'est quelque chose de très très puissant et c'est vraiment quelque chose qui m'a bluffé. Plus je fais de la course à pied, plus je cours, plus je me rends compte de la puissance qu'a votre cerveau. Et aussi, ça revient un peu sur le point que je vous disais avant, qui était secondaire dans l'ordre de pensée, mais qui pour moi est primordial, c'est que la préparation mentale, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans, on va dire, tout événement sportif, enfin tout exploit sportif. Maintenant, on va parler un peu du post-course, parce que c'est bien beau d'avoir fini une course, c'est bien beau d'être arrivé. Il y a un syndrome un peu post-course. Vraiment prise quelques minutes après que j'ai fini l'Infernal Trail des Vosges. Je pense qu'on le voit un peu sur ma tête, je suis totalement paumé. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais pas trop ce que c'est ma vie. Je ne sais pas... Voilà. Voilà. Je suis paumé, tout simplement. Donc, comment gérer le post-course? Tout simplement sur la récupération. Ça, c'est quelque chose qui a été posté par Kylian Jornet et que je trouve absolument véridique sur les moyens de récupération. Parce qu'on va faire tout un flanc sur la cryothérapie, sur les choses comme ça. Et en fait, si vous regardez un peu ce diagramme, je ne sais pas si on peut appeler un diagramme, enfin bref, ce petit doc, je trouve ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on se rend compte que tout ce qui peut vraiment vous aider dans la récupération, c'est des choses très simples et il n'y a pas forcément besoin d'énormément de fantaisie pour avoir une bonne récupération et que globalement, ça ne demande pas forcément énormément d'argent, contrairement à ce qu'on essaye tout le temps de nous vendre avec des outils de massage ou des choses comme ça. Moi, à titre personnel, en fait, j'ai revendu tout ce qui était électrostimulateur qui me servait de massage avant. J'ai tout revendu. Je fais tout avec un foam roller. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rouleau sur lequel en fait, on va tout simplement rouler pour masser les muscles. Et au final, j'ai pas forcément plus de blessures. Au contraire, j'en ai même moins. Je passe surtout plus de temps à récupérer. Alors, je fais un truc, là, je pense que on va être très content en période d'économie d'énergie, mais vous allez me regarder un peu bizarrement. Je prends quasiment toutes mes douches froides. Ouais, je sais. Donc ouais, mais le bienfait pour l'organisme est absolument impressionnant. Donc en fait, c'est des choses très simples qui peuvent vous aider, ou sinon, tout simplement aussi, aller à Caliceo une fois de temps en temps, et vous allez voir que vous allez voir un petit reset de votre corps pour 20 €, donc ce qui n'est pas non plus inabordable. Ensuite, troisième point, analyser sa course, très très important. Il faut toujours savoir un peu avec quelles intentions vous allez quand vous allez courir et revenir, ouais, pardon. Et après aussi, avoir une petite analyse de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, où j'ai peut-être un peu merdé. Enfin voilà, apprendre un peu de ce que vous faites, apprendre de vos erreurs ou pas, tester des choses aussi. Enfin voilà, je pense que c'est valable un peu pour tout. Un point que je voulais noter, qui est assez important, sur les températures, elles sont absolument pas vraies. Donc en fait, tout ça pour vous dire que ne vous fiez jamais non plus totalement aux données, notamment aux données des montres. C'est un bon indicateur, mais il faut le garder pour ce que c'est. Enfin, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Vous ne devez pas en faire l'alpha et l'oméga parce que tout n'est pas forcément juste.
Après, moi, ce qui m'a bien fait rire aussi, c'est l'analyse de Garmin, effort trop soutenu. Tu m'étonnes, 110 km. Et puis après, ce qui est assez intéressant, bon, bah, c'est l'estimation du total de calories brûlées ou l'estimation de la transpiration totale. Donc, ce qui revient aussi un peu à ce que je vous disais avant, il faut énormément boire. C'est deux paramètres en fait qu'il faut garder un peu en tête parce que voilà, vous voyez, vous cramez quand même pas mal d'énergie. Et puis après, pour les connaisseurs, je suis quand même assez fier sur un 110 km d'avoir sorti un kilo. Enfin, alors c'est pas un kilomètre en entier, hein, on s'entend. Une allure à un peu plus de 15 km/h, c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu de tout ça, c'est quoi les next steps? Je vous ai un peu mis une wishlist effectivement de ce que j'aimerais faire un peu dans les prochains temps. Donc on voit qu'il y a la Lyon-Saint-Élion, ça c'est quasiment acquis. C'est une petite revanche parce que ça s'est mal passé sur les dernières années. L'UTMB, bah ouais, ils s'amusent un peu avec moi parce qu'ils viennent juste de sortir l'UTMB Alsace et qui me tente bien quand même parce que je suis originaire de Strasbourg, donc ça me tente bien d'aller crapahuter un peu dans les châteaux. Lui qui était quatrième, une super course autour de Grenoble. Les 100 km de Millau qui sont très mythiques. Pour le coup, c'est vraiment sur la route. Spartathlon, alors ça c'est vraiment une course qui me tient à cœur. C'est 250 km entre Athènes et Sparte. Donc c'est relié Athènes à Sparte, tout simplement en Grèce. Ça c'est vraiment fou. Diagonale des Fous, ça c'est à La Réunion. C'est réputé comme étant le plus grand trail, ou le plus difficile, l'un des plus difficiles. Une backyard run. Backyard run, c'est tout simplement, vous partez pour une boucle de 6 km toutes les heures. Et c'est le last man standing, c'est-à-dire que le dernier homme qui continue à courir est vainqueur de la course. C'est assez marrant. Ensuite, ouais, moi j'adore le principe à la con, hein. Franchement, c'est très très con, hein, mais j'adore ce principe-là. Ensuite, les deux dernières courses, c'est la Western States et les deux dernières courses, parce qu'après c'est un projet off. Donc la Western States, qui est peut-être la première course d'ultra-endurance au monde, qui se passe aux États-Unis. C'est 160 km et 6000 en dénivelé, donc c'est pas une grosse course dans le ratio kilomètre dénivelé. Alors je sais que c'est dit comme ça semble pas, mais pour des trailers, ça ne l'est pas forcément. Par contre, elle est mythique. C'est une course qui a une histoire très marrante parce qu'à la base, elle se faisait à cheval. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi s'emmerder avec un cheval? Je vais la faire à pied. Eh bah oui, allons-y à pied. Après, il y a une course que je ferai certainement jamais et ça me fend un peu le cœur de déjà devoir dire que je la ferai certainement jamais. Après, il faut jamais dire jamais, mais les probabilités sont quand même moindres. C'est la Hard Rock 100. Pourquoi je la ferai jamais? Parce qu'il n'y a que 150 participants par an. Donc déjà, le plateau est un peu relevé. Et pourquoi j'ai envie de la faire? C'est parce que c'est une superbe course aux États-Unis qui se court entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. Donc on est quand même sur des altitudes assez élevées. Mais c'est l'une des plus mythiques et peut-être l'une des plus belles pour en avoir vu quelques images. C'est assez bluffant. Et puis après, bah ouais, c'est une course légendaire. Et après, on en arrive avec mon projet totalement dingue que j'ai appelé LAST pour Lyon à Strasbourg. Donc, ou Home to Home Project aussi. Je dis totalement dingue parce qu'à la base, je m'étais dit, bah, je vais relier Lyon à Strasbourg. Allez, on tire, c'est 500 km. Puis après, je me suis dit, mais attends, entre Lyon et Strasbourg, il y a le Jura? Mais attends, mais il y a les Vosges? On pourrait traverser les deux. Du coup, le projet LAST, c'est la traversée intégrale du Jura, plus la traversée intégrale des Vosges. Donc, on est parti de 500 km et puis au final, on arrive à 1000 km. Voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est un projet totalement barré. Le temps de course, là, il n'est pas du tout estimé. Je ne sais pas combien je vais faire. J'aimerais bien faire du 100 km par jour, mais après, on verra. Il va falloir faire beaucoup de repérage, il va falloir faire du repérage de gîte aussi. Enfin, ça va demander beaucoup de. C'est vraiment quelque chose là que je suis en train de mûrir un peu dans mon esprit. Mais voilà, c'est un projet un peu barré, mais j'adore ce projet un peu barré. Et puis surtout le fait de me dire, je pars de chez moi à Lyon et j'arrive à Strasbourg avec mes clés comme une fleur. Enfin, peut-être pas comme une fleur d'ailleurs, mais bon, ça on verra, on verra, on verra. Je vous referai peut-être un LFT, j'espère, un jour, sur ce fameux projet LAST. Avant de se quitter, voilà, je voulais vous partager un peu deux dernières pensées.
Là, on parle de Cascade Verte, qui est un trailer, ultra trailer parisien. Ouais, ouais, je sais que c'est un peu bizarre. Le mec, il fait Montmartre pour s'entraîner à aller courir autour du Mont Blanc. Il a bouclé l'UTMB en moins de 23 heures, qui est une performance déjà astronomique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, lui, il a un travail et il court. Et il aime bien les deux. Et moi, c'est ce que j'ai aussi envie de garder parce que j'aime beaucoup mon travail. Je pense que je suis très très loin de son niveau, ça c'est sûr. Peut-être que j'y arriverai un jour, ça c'est une autre question. Mais voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un dans le monde de l'ultra trail et globalement d'avoir cette possibilité-là aussi quand on est coureur. Parce que quand vous êtes coureur de semi ou 10 ou même marathon, bah, vous pouvez être sur le même marathon qu'Eliud Kipchoge, vous faites le même parcours. Vous pouvez même lui taper dans la main. Enfin, ça c'est un peu moins réaliste, mais lui taper dans la main au départ ou à l'arrivée. Mais en fait, c'est ce que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, il y a peu de sports où, au foot, vous n'allez jamais jouer avec un Messi ou un Mbappé, quoi, alors que en course, vous allez courir avec eux. Et d'ailleurs, la deuxième photo, elle est super intéressante parce que on voit justement casquette verte avec Mathieu Blanchard, donc à sa droite, et à sa gauche, le jeune espoir catalan Kylian Jornet. Et voilà, il a pris la course avec deux de ses idoles. Après, il y a Mathieu Blanchard. Pour lui, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'extraterrestre, c'est que du travail. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est une des valeurs que je trouve que j'ai apprise finalement avec la course à pied, c'est il n'y a que le travail qui paye. Donc au final, voilà, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu le lien entre le sport et le boulot. C'est que le travail paye énormément. L'approche holistique est très importante. Et c'est ce que j'essaye aussi d'avoir dans le travail, c'est que en fait, cette approche holistique de la course à pied, je pense qu'il faut l'avoir aussi au travail, d'avoir une vision 360 de ce qui se passe autour de vous. Aussi, les coups de mou en fait, au travail peuvent m'aider à la course à pied, c'est-à-dire que je vais me venger un peu, je vais courir un peu plus vite. Et à l'inverse, tout ce qui va se passer en course à pied me permet aussi parfois de relativiser un peu mon travail. C'est-à-dire une égo qui se tend un peu avec un fournisseur, ça va, c'est pas 160 km à courir non plus, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux qui est assez important et je pense, j'espère que vous avez un peu saisi toutes les choses en fait qui peuvent se transmettre de l'un à l'autre. Je vous avais fait une petite liste. Il y a aussi le côté évasion en fait dans la course à pied qui m'aide énormément pour le travail. C'est aussi un moment un peu de réflexion, c'est-à-dire que ça m'arrive de réfléchir au travail pendant que je cours et c'est même plutôt bien. Et j'arrive même parfois à avoir des idées un peu originales quand je cours, à me dire ah bah tiens, mais je pourrais faire les choses de cette manière-là. En fait, ça me permet de changer un peu le prisme à laquelle je vois les choses. Et je pense que ce qui est très important et ce que je retiendrai toujours dans l'ultra, c'est que ça me permet de viser très haut. Comme vous voyez, je vous ai annoncé des projets, enfin notamment le dernier projet là, de relier Lyon à Strasbourg. C'est un projet très très ambitieux, mais je trouve que c'est important que vous ayez, enfin qu'on ait tous quelque chose de très ambitieux en dehors de notre vie pro pour justement arriver peut-être un peu plus épanoui, un peu plus accompli et voilà. Pour la petite anecdote, j'ai passé un entretien une fois chez Arkema. La responsable achat m'a dit vous faites du trail? Je lui ai dit bah oui. Et puis moi, je pensais que ça allait plutôt être valorisé parce que voilà, il y a les notions d'entraînement et de choses comme ça. Elle me fait oui, parce qu'on a eu un souci avec un collaborateur qui arrivait souvent un peu fatigué les lundis parce qu'il avait fait un trail le week-end. Et là, j'ai compris qu'on n'allait pas s'entendre. Et là, j'ai compris que j'allais pas travailler chez Arkema. Et là, j'ai compris que l'entretien, j'allais vite couper court. Parce qu'effectivement, oui, ça m'arrive parfois, notamment quand on sort d'un ultra, et encore en général, je prends parfois un jour off, d'être un peu fatigué le lendemain. Mais en même temps, je gagne une telle capacité de concentration, parce que si vous voulez, quand vous êtes dans un ultra, quand vous arrivez à un ravitaillement, il faut s'imaginer un peu que c'est un ravitaillement F1 en fait. Vous prenez des trucs à gauche à droite, vous devez penser à ce que vous allez faire, vous prenez à boire, vous devez remplir vos réserves et pas vous repartez. Si vous avez déjà vu les pros dans un ultra trail, mais alors là c'est hallucinant quoi. Les mecs, en gros, on leur enlève leur sac, on leur remet leur sac, ils prennent deux trois trucs à manger, ils se les enfilent à une vitesse, on se demande même s'ils vont pas se taper une indigestion. Bam, une tape sur le cul et c'est reparti. Franchement, c'est proprement hallucinant, mais en même temps, ça permet de rester dans le rythme de la course. Donc voilà. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de ponts entre vie privée, enfin course et vie pro, et je pense que c'était assez intéressant d'en aborder un peu rapidement les bienfaits. Et pour finir, du coup,
je vous ai mis quelques sources, je pense que vous pourrez les regarder. Je voulais juste m'arrêter rapidement sur le livre De l'océan à la mer que j'ai cité tout à la fin de Mathieu Bobin. Alors c'est un pote, c'est un peu pour ça que je m'y arrête, mais non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il retrace bien la mentalité de ce que c'est que la traversée, parce que lui, il l'a fait en solitaire, la traversée intégrale des Pyrénées. Et je trouve ça super intéressant. Et dans son livre, il y a vraiment un peu tout ce qui me motive un peu et tout ce qui est un peu profond. Et je pense que si vous aimez bien la marche, vous aimerez bien ce livre. Et après, sur une personnalité qui s'appelle Yuki Kouchi, qui est japonais, comme son nom l'indique, et qui est un marathonien de folie, il est à un niveau élite, c'est-à-dire il fait un marathon en 2h10, 2h15, je pense. Je n'ai pas exactement son record en tête, mais qui a la particularité de travailler aussi et de n'avoir aucun entraîneur. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup en fait, dans la course à pied, c'est qu'on peut avoir des gens totalement amateurs. Et je vais laisser la phase de questions-réponses. Je vais vous laisser rapidement avec Cascade Verte, notre ami, parce que je pense qu'il y a un pot qui se dessine un peu. Donc là, il fait le malin avec la bière, mais en vrai, à l'arrivée, il était surtout comme ça. Voilà, merci à vous. On va passer une petite phase de questions pour continuer. Moi, j'en ai déjà une. Est-ce que maintenant, tu fais du ultra trail, t'as pas peur qu'on te pique ton sac dans la rue? Parce qu'en fait, tu le rattrapes, quoi. En fait, 160 km de course. Ouais, j'avais pas peur avant parce que je faisais des sports de combat. Ce que je vous ai pas dit, c'est que mes cuisses, elles sont pas forcément héritées de l'ultra trail, mais elles sont héritées du judo. J'ai fait 28 ans de sport de combat avant, donc j'avais pas spécialement peur. Mais oui, globalement. En fait, pour la petite anecdote, je vais rebondir juste là-dessus. Il y a un fait divers qui était très marrant qui s'est passé, je crois, en Allemagne, où en fait, il y avait un braqueur que la police n'arrivait jamais à rattraper. Il se barrait tout le temps à pied. Et donc, il comprenait pas, et il se demandait ce qui se passait. Et en fait, il s'avérait que c'était un marathonien d'un bon niveau qui était amateur, mais d'un bon niveau. Et en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé. C'est juste qu'à un moment, ils se sont dit, mais c'est pas possible, le mec, il doit avoir des temps de fou en course à pied. Et ils ont screené un peu tous les, tous les trucs de course à pied. Et voilà. Mais donc, non, effectivement, j'ai pas forcément peur qu'on me vole des choses, mais globalement, j'estime que 90% des gens sont plutôt bienveillants. Donc, okay. Bravo. Quand tu parlais de préparation, là, tu as parlé de ton fichier Excel. Ouais. Est-ce que ça t'arrive aussi parce que tu connais pas le trajet en avance, est-ce que tu vas sur le trajet faire des morceaux en avance pour connaître un peu le parcours? Ouais, alors ça, c'est l'idéal. Et c'est quelque chose que je fais pas forcément assez, que je devrais faire plus, mais que je vais certainement faire pour l'UT4M là. Mais ouais, c'est l'idéal. Par contre, après, ça me permet de rebondir. Alors, je vais juste couper rapidement. Et si vous voulez faire passer, en fait, sur le dossard, vous allez voir que souvent, il y a le profil du parcours. Donc ça aide pas mal aussi, en plus d'avoir fait ça. Mais effectivement, ce que tu dis, l'essentiel, enfin, on va dire l'idéal de l'idéal, c'est effectivement d'aller en course. Et comme je vous avais dit que je vous le ferai passer, je vous fais aussi un peu passer le sac. Et si vous voulez voir, en fait, là-dedans, il y a la frontale. Et je vous recommande un jour, si vous souhaitez voir ce que c'est enfin, si vous souhaitez acheter une frontale un jour, je vous conseille vraiment d'acheter chez Stutz. Elles sont un peu chères, mais c'est vraiment des frontales tip-top. Ouais, moi j'ai une petite question. C'est quoi les types de blessures qu'on peut avoir dans des ultras? Des trucs qui vraiment te stoppent, quoi. Alors, je vais vous faire un geste très technique. Ça, c'est la blessure typique. Torsion de cheville. D'ailleurs, c'est quelque chose où ça arrive à tout le monde en trail. Moi, j'ai la chance d'avoir les chevilles assez laxes, donc c'est pas trop un souci. Mais oui, je peux le tenir. Mais non, en vrai, ça arrive, et ça arrive même aux pros en fait, parce que le terrain est instable et voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de ça. Et d'ailleurs, quand vous courez la nuit, enfin quand moi je cours, il y a souvent des rappels où il y a des petites torsions comme ça, et je me dis, ouais, ça, je peux en prendre une ou deux, mais il faut peut-être pas aller plus loin que ça. Le genou aussi beaucoup. Tout simplement taper sur une pierre, tomber, enfin des choses comme ça. Ça va être ça va être principalement les membres inférieurs, on va dire. Et puis après, pour ceux qui ont vraiment pas de chance, alors moi j'ai de la chance là-dessus. Je suis pas vraiment sujet aux ampoules, mais il y a des gens qui sont sujets aux ampoules et des grosses ampoules au bout d'un moment, ouais, ça peut être ça. Après, en dehors de ça, les principales raisons d'abandon en ultra trail, parce qu'il faut savoir que sur un ultra trail, le taux d'abandon, il oscille entre 40 et 60-70% en fonction des conditions météo. Typiquement, sur l'Infernal Trail des Vosges, on est parti, on était à peu près 150, il y a eu 88 arrivants.
ça fait une petite perte, sachant que les 60 qui n'ont pas fini, ils ne sont pas arrivés en se disant qu'ils avaient vu de la lumière, qu'ils allaient s'élancer sur le parcours. Vous vous doutez bien. Donc après, ça peut être de la déshydratation, une mauvaise alimentation. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Vous pouvez ouvrir, fouiller dans le sac, hein, vous inquiétez pas. Mais vous allez voir un peu. Bon, alors j'ai mis le minimum du minimum, mais ouais. C'est le petit gobelet rétractable pour les ravitaux. C'est pas mal. Si vous faites de la rando, je vous conseille. Ouais. Il y a une question de YouTube d'un autre Thomas. Pour une préparation d'un ultra, combien de temps d'entraînement par semaine en moyenne? Tout dépend des semaines, tout dépend de quand on se situe dans le plan d'entraînement. Je vais plutôt le chiffrer en kilomètres. On va être sur des semaines minimum à 80-90 km et après on peut monter dans les 140 km. En termes de temps d'entraînement, on peut arriver dans les 15-20 heures. Après, moi, je rajoute du vélo, on peut rajouter la natation, du renforcement physique. Donc, ouais, on arrive facilement aux 15-20 heures, on va dire, par semaine pour ce genre d'événement. Et une période d'entraînement d'à peu près 3 à 6 mois en fonction de ce qu'on avait fait avant en foncier pour arriver sur cette ultra.